Il est pile 7 heures à Tombouctou et sur toute l'étendue du territoire national. Vous écoutez la Radio nationale du Mali. Bienvenue aux informations. Le journal Yaya Konaté. Dans l'actualité de ce lundi 11 août 2025, Tombouctou retrouve aujourd'hui ce que les sages de la ville appellent une partie de son âme. Il s'agit de manuscrits anciens exfiltrés en 2012 pour les mettre à l'abri de la folie destructrice des maîtres autoproclamés de la cité. Aujourd'hui, c'est le grand retour des manuscrits. 2 ministres de la République seront au rendez-vous pour restituer à la cité des 333 saints cette partie de son patrimoine culturel. Le Mali a célébré hier la journée africaine de l'état civil, cela dans un contexte de digitalisation. Le processus est en cours, une volonté des plus hautes autorités de la transition. L'état civil à l'ère du numérique, défis et opportunités pour l'identité unique, c'était le thème de la journée. Objectif, promouvoir un système d'état civil plus efficace, accessible et fiable pour tous. L'actualité dans les autres pays membres de la Confédération AES, une initiative présidentielle pour la santé en marche au Burkina Faso. Elle vise à améliorer durablement la santé des populations. Et au Niger, le ministre en charge de la communication rencontre des organes de presse de Maradi pour échanger sur leur mission dans le cadre de la refondation. Dans l'actualité internationale, l'événement de la semaine, c'est bien évidemment cette rencontre prévue vendredi en Alaska, aux États-Unis, entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine. Il sera question d'un possible accord prévoyant des échanges de territoires pour mettre fin au conflit. Selon le président américain, l'Union européenne, de son côté, se prépare pour influer sur les discussions. Et puis les sports, après les dames, place aux hommes. L'afro-basket masculin démarre demain à Luanda, en Angola. Le Mali sera au rendez-vous. En football, en route vers le mondial, les Aiglonnais prennent part à un tournoi amical en Indonésie. La QU Foot, c'est également le CHAN. La phase de groupe se poursuit, mais aussi le tournoi qualificatif de la zone A de l'UFOA pour la Ligue féminine de la CAF, la Ligue des champions. Donc, notre représentant l'USFAS sera aux prises avec les dames déterminées du Libéria. Mesdames, Messieurs, bonjour. Près de 90% des naissances enregistrées aujourd'hui au Mali, des progrès énormes dans un domaine capital, digitalisation de l'état civil, enrôlement des citoyens dans les bases de données. Notre pays entre de plein pied dans l'utilisation du numérique dans le domaine de l'état civil. Le processus de digitalisation est en cours, une volonté des plus hautes autorités de la transition. L'état civil à l'ère du numérique, défis et opportunités pour l'identité unique, c'est le thème de la journée africaine de l'état civil célébrée hier 10 août au Palais de la Culture. Objectif de la journée, promouvoir un système d'état civil plus efficace, accessible et fiable pour tous. Awa Adama Koulibaly. L'on ne peut prétendre être malien sans être connu de l'État malien. Pour cette reconnaissance, un seul acte suffit, s'enregistrer. Et ce premier acte d'état civil s'acquiert dès l'enfance. Franck Cachando, chef de section protection de l'enfant à l'UNICEF. L'acte de naissance est d'autant plus important qu'il soutient l'accès aux services de base, notamment à l'éducation, à la santé et aussi à la protection juridique. Le Mali a atteint un taux national d'enregistrement de naissance de 89,5%. Malgré cette évolution, les disparités entre les zones urbaines et rurales persistent. En plus de la sensibilisation communautaire, le gouvernement a pris pour allier les technologies de l'information et de la communication. Nana Moulay Haïdara, conseillère technique au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Il s'agit notamment de la mise en place des cartes biométriques sécurisées, de l'informatisation des systèmes d'enregistrement des faits d'état civil, de l'utilisation des technologies mobiles dans l'enrôlement et la digitalisation de l'état civil. Toutefois, il convient de noter que l'identification numérique présente aussi des risques accrus, exigeant la cybersécurité pour la protection des données individuelles. Des acquis qui ne passent pas inaperçus. Sergine Marise Gakwaka, conseillère politique à la Miss Sahel. Donc, les thèmes retenus de cette année, tant au niveau national que continental, établissent un lien entre la place du numérique et aussi l'efficacité des systèmes d'enregistrement d'état civil. L'Union africaine salue
cette vision du gouvernement de la République du Mali et surtout les remarquables progrès réalisés dans la digitalisation des services publics au Mali. Lassina Traoré, représentant de la coopération suisse. Nous réitérons notre engagement à soutenir les initiatives de la Direction nationale de l'État civil à rendre l'État civil accessible, sûr et sécurisé. Pour diverses raisons socio-politiques, des milliers d'enfants restent jusqu'ici non enregistrés. Les partenaires plaident leur cause pour une décision dérogatoire qui permettra de lever la barrière des jugements supplétifs. AES, actualité. Il est 7h05, voyons ce qui fait l'actualité dans les autres pays membres de la Confédération AES. Au Burkina Faso, 38% de la population se trouve à plus de 5 km d'un centre de santé en milieu rural, en milieu urbain aussi. Les structures sanitaires peinent à répondre efficacement aux besoins des populations, difficultés exacerbées par la fermeture d'infrastructures sanitaires en raison de l'insécurité. La réponse des autorités burkinabées à cette situation, c'est l'initiative présidentielle pour la santé, matérialisant la vision du président du Faso. Elle vise à améliorer durablement la santé des populations. Focus sur cette initiative, c'est un dossier signé Issoufou Ouedraogo de la Radio nationale du Burkina Faso. L'initiative présidentielle pour la santé IPS est l'une des 6 grandes initiatives mises en place pour soutenir les politiques sectorielles des ministères. Elle vise à apporter une réponse concrète et durable aux besoins de santé des populations. Son coordonnateur national, Drissa Traoré. C'est une initiative qui vise vraiment à améliorer l'offre et la qualité des soins au profit de tous les Burkinabés. Et cette amélioration s'inscrit dans la modernisation des infrastructures sanitaires. À travers ces différentes composantes, l'IPS prévoit la construction et l'équipement de plus de 50 infrastructures sanitaires modernes d'ici à l'horizon 2028. Drissa Traoré. Et dans sa composante 1, on a prévu la construction de 55 centres médicaux communaux et aussi dans sa composante 4, prévoit vraiment rendre disponible le diagnostic moléculaire du cancer du sein pour permettre vraiment une prise en charge thérapeutique adéquate pour soulager vraiment les malades du cancer du sein. Parmi les projets phares de l'initiative figure la création d'un institut du cœur. L'objectif est clair, réduire de manière significative les évacuations sanitaires à l'étranger. Le coordonnateur national de l'IPS, Drissa Traoré. Les taux de prévalence vraiment des maladies cardiovasculaires sont vraiment très élevés au Burkina. Que ce soit vous et moi, nous sommes tous prédisposés et c'est vraiment un problème national qu'on doit prendre à cœur. Parce que quand même on regarde les évacuations sanitaires au niveau du Burkina, les cardiopathies occupent un pourcentage très élevé. Logé au Bureau national des grands projets du Burkina, l'initiative présidentielle pour la santé ambitionne de faire du pays une référence régionale, voire continentale en matière de prise en charge des maladies cardiovasculaires. Le Niger, à présent, rendons-nous à Maradi où séjournait le ministre en charge de la communication au programme des visites des services relevant de son département, mais aussi une rencontre avec les organes de presse pour échanger sur leur mission dans le cadre du processus de refondation. Sanda Nataï de la Radio nationale du Niger. Poursuivant cette série de visites dans les services relevant de son département ministériel, le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information, Ali Hadji Salatou, s'est rendu au Niger Post. Il a successivement visité les services finances, guichets, salles de tri où activités, fonctionnement, défis et perspectives ont été au centre des échanges, de même que épargne, crédit, domiciliation des pécules et salaires des fonctionnaires et contractuels. Selon le ministre Ali Hadji Salatou, des offensives et autres initiatives doivent se poursuivre pour enrôler le plus de clients. Le ministre a ensuite visité la société de téléphonie cellulaire Niger Télécom, précisément les centres multiplex, les centres de communication et les services commerciaux où des difficultés ont été évoquées, à savoir insuffisance du personnel, mais aussi la diversité et la qualité des produits, cartes de recharge, cartes SIM et BLR, radio Internet, qui répondent aux besoins des clients de plus en plus exigeants. Là aussi, le ministre Ali Hadji Salatou a demandé aux responsables et agents de mieux faire pour mobiliser plus de ressources dont l'État a besoin pour faire face aux défis de la quête pour la souveraineté et la refondation
a-t-il dit avant de rencontrer dans la salle de réunion du gouvernorat les responsables des médias privés. En introduisant cette rencontre, le gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de police Issoufou Maman, a souligné qu'il s'agit des échanges francs et directs sur le rôle important de la presse privée dans la refondation du Niger. Le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information, Haji Ali Salatou, s'est réjoui de la mission de sensibilisation, d'éducation citoyenne et de distraction qu'ils accomplissent dans le strict respect d'éthique et de déontologie. La parole a enfin été donnée aux responsables des médias privés pour des échanges sur l'amélioration des conditions de travail, la politique nationale de la communication, les fonds d'aide à la presse et une meilleure implication des médias privés dans la couverture des événements officiels. 8h11 à Maradi au Niger. Voyons à présent ce qui fait l'actualité hors espace AES au Soudan. Au moins 63 personnes sont mortes de malnutrition en une semaine à El Fasher, ville assiégée dans l'ouest du pays, selon un responsable du ministère de la Santé. La plupart des victimes sont des enfants et des femmes. Ce bilan ne concerne d'ailleurs que les personnes ayant pu atteindre l'hôpital, alors que de nombreuses familles enterrent leurs proches sans soins, faute de sécurité et de moyens de transport. El Fasher, capitale du nord Darfour, est assiégée depuis plus d'un an par les paramilitaires des forces de soutien rapide, les FSR, en guerre contre l'armée régulière depuis avril 2023. La Côte d'Ivoire, le PPACI de Laurent Gbagbo dénonce de nouvelles arrestations dans ses rangs. La dernière en date, celle de Moïse Lida Kwasi, ancien ministre de la Défense sous Laurent Gbagbo. Face à la presse hier dimanche, le parti parle d'une intensification du harcèlement judiciaire et politique contre ses militants. Sébastien Dano-Didier, président exécutif du parti, dénonce ce qu'il appelle des persécutions visant à ses membres. Selon les avocats du PPACI, il est reproché aux personnes arrêtées d'être les instigateurs des événements qui ont eu lieu le 1er août à Yopougon. Plus d'une semaine après ces incidents, familles et avocats restent sans nouvelles précises. Au Tchad, Success Masra, ancien premier ministre et président du parti d'opposition Les Transformateurs, a été condamné, vous le savez, samedi à 20 ans de prison ferme. Il doit en outre verser 1 milliard de francs CFA de dommages et intérêts à l'État tchadien. À l'énoncé du verdict, Success Masra a gardé le sourire et promis à ses soutiens qu'il se retrouverait bientôt. Il a fait un message, il a fait parvenir un message à ses militants qui a été lu, message donc qui a été lu au siège de la formation. Dans cette lettre, Masra précise qu'en son absence, le parti sera géré de manière collégiale autour de Bedourma Kordier, ancien vice-président de la Banque africaine de développement et ancien ministre de la planification et de l'économie du Tchad. Après leur appel à inclure Kiev au sommet Trump-Poutine cette semaine, les pays de l'Union européenne se réunissent en urgence ce lundi 11 août afin de peser sur les pourparlers à venir entre les États-Unis et la Russie. L'Union européenne redoute un accord conclu au détriment de Kiev lors du sommet États-Unis-Russie vendredi donc en Alaska. Il doit être question, selon Donald Trump, d'un possible accord prévoyant des échanges de territoires pour mettre fin au conflit qui a fait des dizaines, voire des centaines de milliers de morts depuis plus de 3 ans dans les deux pays. En l'état, la présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky n'est pourtant pas prévue, même si elle reste possible, selon l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'OTAN. Et puis, le conflit au Proche-Orient, la pression continue de monter sur Israël en pleine guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza, suivant le chemin récemment ouvert par d'autres pays tels que la France, le Canada. L'Australie va à son tour reconnaître l'État de Palestine à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre. Selon le Premier ministre australien, la paix ne peut être que temporaire tant que les Israéliens et les Palestiniens ne disposent pas de leur État, a déclaré le chef du gouvernement travailliste. D'autre part, le Hamas a accusé hier le Premier ministre israélien d'une série de mensonges proférés au cours d'une conférence de presse dans laquelle Benjamin Netanyahou a notamment affirmé que le plan d'Israël pour conquérir la ville de Gaza était le meilleur moyen de terminer la guerre. Pendant ce temps, la chaîne de télévision Al Jazeera a annoncé que 5 de ses journalistes, 2 correspondants, 2 caméramans et 3 correspondants donc 2 caméramans ont été tués dans une frappe israélienne ciblée sur leur tente à Gaza, citant le directeur d'un hôpital local. Radio Mali à Tombouctou et environ 99,9 MHz en FM.
Oui, on revient ici au Mali et on part à Tombouctou. Ils ont donc été exfiltrés de Tombouctou en 2012 pour les mettre à l'abri de la folie destructrice des maîtres autoproclamés de la cité pendant cette période d'occupation. Oui, on se rappelle que des manuscrits avaient été brûlés et le centre Ahmed Baba en son temps avait été saccagé, suscitant l'émoi à travers le pays et le monde. Aujourd'hui, c'est le grand retour à Tombouctou pour de nombreux manuscrits anciens, notamment ceux de l'Institut des hautes études et de recherche islamique Ahmed Baba. Les manuscrits de Tombouctou, c'est un ensemble de copies d'ouvrages les plus anciens connus dans le monde afro-musulman ainsi que des productions locales originales datant pour la plupart de la période allant du XVIIe au XIXe siècle. 2 ministres de la République seront à Tombouctou ce lundi pour restituer à la ville cette partie de son patrimoine intellectuel. Un retour très attendu, c'est une partie de l'âme de la ville qui revient, selon les sages de Tombouctou, n'est-ce pas, Cheikh Omar Sangaré? Kalabankoura, commune 5 du district de Bamako. Dans le bâtiment qui abrite l'Institut des hautes études et des recherches islamiques Ahmed Baba, Yeri ABT de Tombouctou, les manuscrits anciens sont préparés pour l'ultime voyage de retour au Bercail. Pour rappel, le 23 janvier 2013, 4203 manuscrits anciens furent volés ou brûlés, la salle de numérisation saccagée par les narcotrafiquants qui occupaient la ville de Tombouctou. Heureusement, par anticipation, une bonne partie des manuscrits anciens de Tombouctou avait été exfiltrés de façon ingénieuse et discrète vers Bamako par de bonnes volontés à partir du 31 juillet 2012. 13 ans après, ce trésor de savoir est sur le point d'être ramené dans son milieu d'origine par les autorités de la transition. Un acte très significatif en cette année de la culture. Dr Mohamed Diakaïté, directeur général de l'IRI Abeti. Les sages de Tombouctou disent, à l'absence des manuscrits de Tombouctou, une partie de l'âme de Tombouctou est absente. C'est-à-dire, Tombouctou sans manuscrit, c'est pas Tombouctou. Manuscrit sans Tombouctou, c'est pas manuscrit. Le retour de ces manuscrits aujourd'hui à Tombouctou est très, très attendu. La Cité du Savoir attend impatiemment son patrimoine intellectuel, l'un des plus importants d'Afrique de l'Ouest. Ces documents sont pluridisciplinaires et essentiellement écrits en arabe. Cependant, certains appelés Adjami sont en langue nationale Bambara, Songhai, Tamashek ou Peul. Une véritable mine d'informations. Al-Bouhari Ben Essaouti, chef de la mission culturelle de Tombouctou. Dans un manuscrit, on a retrouvé que celui qui a copié le manuscrit a écrit achevé de rédaction le jour du tremblement de terre à Tombouctou. Alors que personne n'a jamais su qu'il y a eu un tremblement de terre à Tombouctou. Donc ce manuscrit retrouvé, l'ancien président de la République, Alpha Oumar Konaré, a fait des recherches. Il a trouvé qu'il y a eu en fait 2 tremblements de terre à Tombouctou. Ça, personne ne le savait avant. Et c'est à partir de ces indices trouvés dans un manuscrit de Tombouctou qu'on a retrouvé tout ça. Depuis 1970, le Centre de documentation et de recherche Ahmed Baba Sedrab, devenu l'Institut des hautes études et des recherches islamiques Ahmed Baba de Tombouctou, Yeri ABT, en 1999, collecte, conserve et exploite ces précieux documents. Dr Mohamed Diakaïté, directeur général de l'IRI Abeti. Ici, nous avons 29 245. C'est ces manuscrits-là qui vont retourner à Tombouctou. Mais comme il faut rappeler, il y a des manuscrits rescapés qui sont à Tombouctou, qui sont au nombre de 10 487. Le transfert d'un tel patrimoine nécessite beaucoup de précautions et l'on en est conscient à l'IRI ABT. Quand ils venaient, ils étaient enlevés des boîtes pour qu'ils reviennent dans les conditions très difficiles et très mauvaises parce que c'est des papiers fragiles. Par contre, cette fois-ci, tous ces manuscrits que nous avons sont déjà logés dans des boîtes. Garba Traoré, chef de division restauration et classement des manuscrits à l'IRI ABT. Nous avons commandé d'abord les caisses. Nous sommes à 336 caisses. Étant donné que les manuscrits sont dans les boîtes déjà, donc il y a une protection supplémentaire. Nous avons fait la mise en caisse. Après avoir fini de faire ça, nous avons numéroté les manuscrits. Nous avons cadenassé. Une fois à l'aéroport, nous allons l'emballer aussi, en vue d'une protection supplémentaire. Les manuscrits anciens de Tombouctou font l'objet d'une attention particulière au sommet de l'État. Tout
tout est mis en œuvre pour que la cité des 333 saints retrouve ses manuscrits anciens de la plus belle des manières. Pour ce faire, les ministres en charge de l'enseignement supérieur, de la culture et de la réconciliation nationale feront partie du voyage de demain lundi 11 août 2025 à Tombouctou. Pour l'occasion, un avion spécial est affrété. Tombouctou ouvre largement les portes de tes nombreuses écoles. Des milliers et des milliers d'étudiants venant de par le monde désirent percer les nuages sombres de ton mystère. À 7h20 à Tombouctou, nous abordons l'actualité des sports. C'est avec Fotigui Tunkara en direct de ce studio. Bonjour Fotigui. Bonjour à Konaté, bonjour à tous. Et on va commencer par du basketball. Après les dames, place aux hommes. L'Afro-Basket senior masculin démarre demain à Luanda, en Angola, et le Mali sera au rendez-vous. Oui, le Mali est bien présent à l'Afro-Basket senior masculin Luanda 2025 qui donne son coup d'envoi demain mardi dans la capitale angolaise. Logés dans le groupe D, les Aigles effectuent d'ailleurs leur première sortie demain. Ce sera contre l'Égypte à 14h. Dans l'autre rencontre de ce groupe, le Sénégal en découdra avec l'Ouganda à partir de 11h. Le reste du programme prévoit demain 2 rencontres dans le groupe C, Soudan du Sud, Guinée-Conakry à 13h et Angola-Libye à 18h. Suite et fin de la première journée mercredi avec 4 matchs. Madagascar, Nigeria à 13h30 dans le groupe B, Côte d'Ivoire, Rwanda à 15h dans le groupe A, Tunisie, Cameroun à 16h30 dans le groupe B et RDC, Cap-Vert à 18h dans le groupe A. Après la balle au panier, passons au sport roi. On passe donc au foot avec les préparatifs du mondial U17 Qatar 2025. Le Mali prend part à un tournoi amical en Indonésie. Oui, les Aigles cadets du Mali sont présentement à Jakarta en Indonésie où ils prennent part à la Coupe de l'Indépendance, un tournoi amical qui regroupe 4 nations. Il s'agit naturellement de l'Indonésie, du Mali, de l'Ouzbékistan et du Tadjikistan. Ce tournoi qui se déroule du 10 au 18 août courant servira donc de tremplin pour la sélection malienne dans sa préparation pour le mondial U17 Qatar 2025 prévu du 3 au 17 novembre prochain. Finaliste de la CAN U17 au Maroc en mars et avril dernier, le Mali évoluera dans le groupe L en compagnie de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie et de l'Arabie Saoudite. Pour la première fois de l'histoire, le mondial U17 va regrouper 48 sélections nationales. Le tournoi qualificatif de la zone A du LUFOA pour la Ligue des champions féminines CAF 2025, la 3e journée des groupes se joue ce lundi. L'USFAS, notre représentant, sera aux prises avec les go déterminés de Libéria. Absolument. Même si c'est grand, alors le coup d'envoi donc est prévu à 19h à l'annexe du stade Ablaye de Dakar. Après leur faux pas défaite 1-0 vendredi face aux Sierra-Leonaises donc de Ram Kamara, les Maliennes de l'Issois se doivent de réagir ce soir devant les Libériennes de Determined Girls pour ne pas compromettre leur situation. Mais avant ces matchs ISFAS Determined Girls à 19h, il y aura d'abord à 16h l'opposition Ram Kamara de la Sierra Leone, Brewileng FC de la Gambie. Les Aigles de Médina du Sénégal sont exempts de cette 3e journée. Au classement OC de cette 3e journée, Ram Kamara est en tête avec 4 points devant l'Issois 3 points, Aigle de Médina 3 points également, Determined Girls 1 point et Brewileng FC 0 points sont donc à la traîne derrière. On va terminer par le CHAN 2024 Fotigui. La phase des groupes se poursuit ce lundi. Le programme prévoit 2 rencontres aujourd'hui dans la poule C. Oui, le groupe C du CHAN 2024 fait son retour sur la pelouse ce lundi avec 2 matchs que nous propose le programme. À 14h, l'Afrique du Sud jouera contre la Guinée-Conakry, puis à 17h, l'Ouganda affrontera le Niger. Des rencontres qui s'inscrivent dans le cadre de la 3e journée pour la Guinée et l'Ouganda, tandis que l'Afrique du Sud et le Niger effectuent leur 2e sortie. L'Algérie est exempt aujourd'hui. Alors, dans le groupe A, hier, le Kenya a dominé le Maroc 1-0. L'Angola a disposé de la Zambie 2-1. C'était donc au compte de la 3e journée pour le Kenya et l'Angola, mais la 2e journée pour le Maroc et la Zambie. La RDC est exempte aujourd'hui. C'était donc les sports et c'était Fotigui Tunkara en direct. Merci Fotigui. Merci à vous aussi. Belle journée. Vraiment. Je vous accompagne avec la sagesse populaire qui nous enseigne, Fotigui, que naître lundi et vouloir coûte que coûte arriver à ses fins mardi, on risque de ne pas vivre jusqu'à mercredi. Naître lundi donc et vouloir coûte que coûte parvenir à ses fins mardi, on risque de ne pas vivre jusqu'à mercredi. Une invitation donc, Fotigui, à la patience, à ne pas brûler les étapes. Chaque chose a son temps. Le rappel du sommaire de ce journal dans un instant.
Tombouctou retrouve aujourd'hui ce que les sages de la ville appellent une partie de son âme. Il s'agit de manuscrits anciens exfiltrés en 2012 pour les mettre à l'abri de la folie destructrice des maîtres autoproclamés de la cité. Aujourd'hui, c'est donc le grand retour des manuscrits. 2 ministres de la République seront au rendez-vous pour restituer à la cité des traces 333 saints, cette partie de son patrimoine culturel. Le Mali a célébré hier la journée africaine de l'état civil, cela dans un contexte de digitalisation. Le processus est en cours, une volonté des plus hautes autorités de la transition. L'état civil à l'ère du numérique, défis et opportunités pour l'identité unique, c'était le thème de la journée. Objectif, promouvoir un système d'état civil plus efficace, accessible et fiable pour tous. L'actualité dans les autres pays membres de la Confédération AES, une initiative présidentielle pour la santé en marche au Burkina Faso. Elle vise à améliorer durablement la santé des populations. Et au Niger, le ministre en charge de la communication rencontre des organes de presse de Maradi pour échanger sur leur mission dans le cadre de la refondation. Dans l'actualité internationale, l'événement de la semaine, c'est bien évidemment cette rencontre prévue vendredi en Alaska aux États-Unis entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine. Il sera question d'un possible accord prévoyant des échanges de territoires pour mettre fin au conflit selon le président américain. L'Union européenne de son côté se prépare pour influer sur les discussions. Et puis les sports après les dames, place aux hommes. L'afro-basket masculin démarre demain à Luanda en Angola. Le Mali sera au rendez-vous en foot en route vers le mondial U17. Les Aiglonnais prennent part donc à un tournoi amical en Indonésie. L'actualité du foot, c'est également le CHAN. La phase de groupe se poursuit, mais aussi le tournoi qualificatif de la zone A de l'UFOA pour la Ligue des champions féminines de la CAF. Notre représentant, l'USFAS, sera aux prises avec les dames déterminées du Libéria. Il est 7 heures passées de 26 minutes à Bamako. C'est la fin de cette édition. Vous avez été servi ce matin par Aliou Koulibaly à la mise en onde, Mohamed Koulibaly à la mise en ligne, présentation Yaya Konaté, réalisation coordination Bourama Traoré. À suivre les infos météo qui seront suivies de la rubrique des avis et communiqués, une présentation de Fatim Dambélé. Merci d'avoir été des nôtres. Excellente journée. Bon début de semaine à tous. Au revoir.